Bonjour et bienvenue, on est dans la télé du salon et on est en direct, comme vous pouvez l'entendre, du Festival du Livre à Montreuil. Si vous nous rejoignez maintenant, c'est le Social Club, l'émission qui place la littérature jeunesse au cœur de la société. Et cette année, dans le Social Club, on avait envie de vous parler de phénomènes littérature. Donc chaque jour, on abordera un phénomène de la littérature jeunesse. Et pour commencer, quoi de mieux, quoi de plus brûlant que la littérature ado et la romance dans la littérature ado. Avec moi pour débuter, Sylvie Vassalo, la directrice du salon. Bonjour. Alors, Sylvie, vous, ça vous évoque quoi la romance? Et puis peut-être un point sur cette première journée de festival. Oui, commençons par l'ouverture du salon. Le salon ouvert ce matin à 9 h. Il y a une grande nouveauté, il est complètement gratuit. Et on a des foules d'enfants et de familles qui sont venus ici. C'est une preuve que la littérature de jeunesse intéresse et que le prix d'entrée dans un événement comme celui-là peut être un obstacle. Donc bienvenue au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Génial. Et la romance alors ? Oui, la romance, c'est vrai que vous avez décidé d'investiguer un peu des phénomènes de la littérature de jeunesse, à la fois du côté de l'écriture et du côté des lecteurs, des pratiques de lecteurs. La romance, c'est quelque chose d'important. Alors, moi, j'ai eu envie pour ce social club d'aller regarder du côté de l'histoire et je me suis demandé s'il y avait d'autres phénomènes de ce type qui existaient du point de vue de la romance dans les années antérieures. Et j'ai choisi de vous parler des Hauts de Hurlevent. Je pense que ça va faire sourire Cécile Théroigne, une de vos invitées, de nos invités. Les Hauts de Hurlevent parce que il y a beaucoup de points communs avec ce phénomène de romance actuelle. D'abord, c'est une romance, ce grand roman classique est une romance qui parle d'amour, qui parle de passion, qui parle y compris de passion toxique, qui parle de violence. Tous ces ingrédients qu'on retrouve dans la romance aujourd'hui. Deuxièmement, parce que quand ce livre a été publié, il a fait scandale, il a choqué. Ce qu'il raconte de l'intime et des relations amoureuses, c'est quelque chose qui était difficile à accepter et qui peut-être encore aujourd'hui est regardé de haut. Et troisièmement, pour la question féministe et féminine de ce sujet, parce que souvent les écrivains de romans sont des écrivaines. Et d'ailleurs, l'autrice des Hauts de Hurlevent a publié sous pseudo masculin, justement parce que c'était problématique. Les lectrices aussi, les lecteurs sont des lectrices très souvent. Et je me demande, peut-être que ça sera un de vos sujets de cet entretien, comment cette romance vit à l'époque du féminisme aujourd'hui. Voilà, en forme de question. Merci beaucoup Sylvie. À demain. À demain. Et maintenant, place à la discussion. On l'a vu apparaître peu à peu sur les réseaux et puis maintenant dans tous les médias. La romance est aujourd'hui dans toutes les bouches, tant par son aspect massif, on parle de plusieurs centaines, voire de centaines de milliers, voire de plusieurs millions d'exemplaires vendus, et également avec un mode de diffusion à revers des systèmes de diffusion traditionnels. Quand on est lectrice de romance, on s'informe sur TikTok, on lit en avant-première des histoires sur Wattpad et on se dirige en librairie en fonction des tropes et non en fonction des genres. Avec moi pour parler de toutes ces questions hyper intéressantes, Cécile Théroigne, directrice générale chez Hachette Roman et chez BMR. Bonjour Cécile. Bonjour Pauline. Audrey Tribault, influenceuse littéraire de la chaîne Le Souffle des mots et récemment gérante d'une agence d'influence. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Sonia Petit, libraire à la librairie Ici. Bonjour. Et également Emma Collins, influenceuse littéraire et autrice. Bonjour. Allez, c'est parti. Pour commencer, Cécile, vous êtes, je crois, l'une des premières qui a quand même parié sur la romance. Faut le rappeler, vous êtes l'éditrice de Twilight en France, ce qui n'est pas rien. Et quand on parle de romance dans l'édition, on pense à vous. Comment vous définiriez ce phénomène, tout simplement ?
Pour répondre à votre question, je vais rebondir sur ce qu'a dit Sylvie en introduction, parce que je suis ravie qu'elle ait mentionné Les Hauts de Hurlevent. Je pense que si on parle de romance, j'espère qu'on ne pense pas à moi en tant que telle, qu'on pense à mes livres surtout, et peut-être à Twilight, qui pour moi a été un coup de foudre, exactement comme quand j'avais un peu moins que l'âge d'Emma, mais 15-16 ans, je suis tombée complètement amoureuse des Hauts de Hurlevent, de Catherine et Heathcliff. Je pense que je l'ai lu en boucle pendant toute mon année de troisième, et c'est resté pour moi vraiment une empreinte d'adhésion totale, féminine, féministe, amoureuse, littéraire avec cet univers que j'ai été heureuse de retrouver dans Twilight, déplacé avec, là pour le coup, comme vous le dites, des tropes. Là, c'était les tropes de la romance paranormale, du vampire, mais pareil, une attraction, quelque chose d'interdit, de la transgression, parfois un peu de brutalité. Et ce faisant, on a essayé chez Hachette Roman d'accompagner les lectrices de Twilight vers des contenus qui pouvaient les concerner plus elles grandissaient. Et c'est comme ça qu'on a créé BMR avec, là pour le coup, des contenus pour adultes positionnés en rayon et en librairie adulte. Audrey Tribault, vous-même, il me semble que vous étiez ado à la sortie de Twilight. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez grandi avec ce phénomène de la romance dans la littérature ado ? Alors oui, j'étais ado quand Twilight est sorti, je m'en souviens encore très bien parce que je devais réviser mon brevet. Et j'ai enchaîné tous les Twilight. Tu étais en troisième aussi. J'étais en troisième, exactement. Donc j'adorais Twilight à l'époque. Ça m'a pas forcément fait rentrer dans la passion pour la romance, dans le sens où je suis pas une grande lectrice de romance à la base. J'aime beaucoup que la romance soit présente dans mes lectures. Je suis plus une lectrice de littérature young adulte. Mais ayant lu Twilight et étant sur les réseaux sociaux depuis très longtemps, j'ai vu en tout cas cette évolution avec les années. J'ai déjà perdu le début de la question. Est-ce que vous avez grandi tout simplement avec ce phénomène ? Oui, mais je pense que le phénomène, il a grandi d'autant plus récemment. Alors, bien sûr, la romance date, mais j'ai senti la différence ces dernières années, plus qu'il y a 8 ou 12 ans, quoi. Avec l'arrivée de TikTok, j'imagine ? Oui, vraiment. TikTok a vraiment, je pense, changé les codes et mis d'autant plus en avant la romance, que ce soit dans les librairies, sur les tables. C'est hyper impressionnant. Moi, quand je fais des rencontres avec des jeunes dans des collèges, des lycées, des salons du livre, et vraiment, les jeunes savent qu'on parle de livres sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a 4-5 ans, pour eux, ça n'existait pas. Et vraiment, BookTok a changé ces codes-là, en tout cas. Et du coup, la lecture est un peu plus stylée qu'avant. J'ai toujours trouvé ça stylé, hein, mais... Sonia Petit, vous, ça fait 20 ans que vous êtes libraire. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez vu justement la montée en puissance de la romance dans vos rayons ? Est-ce que vous l'avez vu se concrétiser peut-être aussi au niveau de vos ventes ? En fait, c'est un biais un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu de la romance. Que ce soit en classique, effectivement, moi aussi, quand j'étais jeune, moi j'ai lu Cyrano de Bergerac et que j'ai relu et relu et relu encore certains Zola, et en fait, qu'on peut qualifier de romance. Et en fait, la romance, ensuite, il y a eu Twilight, ensuite, il y a eu 50 nuances de Grey, et en fait, il y a eu plein de choses comme ça, mais la romance, elle a toujours existé. Et pour moi, le phénomène... c'est pas que TikTok, c'est aussi les réseaux, et ça a été plutôt ce public qui était un peu méprisé. C'était des filles qui lisaient de la romance, et quand on disait « Ah, tu lis de la romance, c'est vraiment pas super » et tout, alors que, bien évidemment, comme dans tous les genres, il y en a des biens, il y en a des moins bien. Et en fait, je pense que les réseaux, ça les a fait se parler entre elles et se dire, en fait, en vrai, ensemble, on a du poids. Et en fait, ensemble, on peut aussi dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aimerait avoir sur les tables, et donc ce qu'on aimerait avoir sur les tables de librairie. Et c'est ça, en fait, la force des réseaux, c'est plutôt le fait qu'elles se soient parlées et qu'elles aient eu une voix ensemble, et qu'elles aient plus l'impression d'être méprisées, puisqu'elles étaient toutes ensemble et qu'il y avait une force. Mais pour moi, la romance, elle a toujours existé. C'est juste que là, effectivement, on a envie de la montrer parce que les lectrices se montrent bien plus qu'elles ne se montraient avant, ou quand, je sais pas, il y a 15 ans, on disait « Je voudrais lire un livre de Nora Roberts », et qu'on disait « Ah, super !» Et ben, du coup, en fait, qui écrivait de la romance aussi, et voilà. Mais du coup,
là, cette fois, les lectrices, elles se disent non, on veut des trucs mieux écrits, mieux traduits, et on veut avec des tropes intéressants, et on a envie de pas avoir un bout de rayon comme ça au loin, mais il y a une forme de légitimité qui s'est construite Exactement. à travers les réseaux, à travers ces échanges. Et je trouve bien ce que tu disais, Audrey, quand tu disais que c'est pas forcément la romance en tant que genre, mais c'est la présence de la romance dans les textes. Et pour moi, le démarrage de l'influence de TikTok et de BookTok, c'est pas tant la romance que l'émotion. En fait, ce qui a fait que c'est devenu viral, c'est des vidéos de jeunes filles qui pleuraient. Et la romance, a priori, c'est pas forcément ce qui fait le plus pleurer, mais les livres qui ont lancé le phénomène BookTok sont vraiment les livres qui faisaient pleurer. Nous, on l'a vu dans notre maison avec 1000 baisers pour un garçon, qui est un texte qu'on avait publié 5 ou 6 ans avant, et qui a connu un essor en 2020, post-confinement en plus, parce que je pense qu'il y a quand même aussi une trace de cette notion d'enfermement, et donc la nécessité de se retrouver autour de la lecture, qui est quelque chose qu'on peut pratiquer en solo et seul chez soi. Et le fait de partager les émotions, c'est devenu une légitimation de la lecture, de ce temps accordé à ces textes-là. Oui, bon, Emma pourra nous en parler mieux que nous. Justement, d'ailleurs, est-ce que, Emma, pour vous, quand on se lance dans les réseaux comme vous l'avez fait, sur TikTok, sur Instagram, est-ce que la romance, c'est, comment dire, un incontournable ? Alors, c'est vrai qu'au début, moi, quand j'ai entendu parler du BookTok, j'ai toujours lu, j'ai toujours été une lectrice. Je lisais pas forcément de la romance, j'étais plutôt livre dystopique d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en jetant un œil sur TikTok et sur ce qui se faisait au niveau du BookTok, la romance est beaucoup mise en avant. Et c'est comme ça que j'ai pu lire des romans, romances à proprement parler. Il y a toujours, comme disait Audrey, des livres avec la romance en fond, en second plan. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais déjà lire. Mais c'est vrai qu'avec BookTok notamment, mais aussi sur Bookstagram, la romance est venue au premier plan, en tout cas chez les jeunes, et a été vraiment mise en avant et aussi légitimée. Et ça a permis à beaucoup de personnes de découvrir, et même certains ont pu témoigner qu'ils n'aimaient pas forcément lire avant, mais que c'était avec la romance qu'ils avaient commencé à lire, et que par la suite, après, ils ont pu découvrir aussi d'autres genres. Et par exemple, quand on veut faire un post, si je fais un post sur un livre de romance, est-ce que proportionnellement, ça a plus de chances de marcher qu'un autre livre ? Oui, globalement, c'est vrai qu'il y a tout un public sur les livres de romance qui est assez conséquent. Et d'autres genres sont peut-être moins mis en avant sur le BookTok. Je pense par exemple tout ce qui est livre policier, c'est peu mis en avant, contrairement à la romance. La particularité de la romance pour ados, c'est aussi d'avoir réussi à créer une sorte de contre-réseau, j'ai envie de dire, à la fois d'écriture, de diffusion et de promotion du livre. D'ailleurs, Emma, vous êtes vous-même autrice et vous êtes frottée à des plateformes d'écriture comme Fixia, il me semble. Est-ce que peut-être pour les aficionados, vous pouvez déjà réexpliquer ce que c'est que ces plateformes et puis ce qu'elles permettent ? Alors, Fixia, c'est une plateforme où on peut poster des textes dans le cadre de concours. Moi, j'avais participé à deux éditions, dont une dans laquelle j'avais été finaliste avec mon roman, qui est juste ici, Nos âmes enneigées. Donc, il n'a pas été publié, mais c'était déjà une belle récompense d'être dans ce top finaliste. Et il y a également le Wattpad, qui est une plateforme dont on entend beaucoup parler, et beaucoup de textes sont dénichés sur Wattpad. Je pense que par exemple Captive ou ce genre de textes qui ont été découverts sur Wattpad montrent les opportunités que peuvent représenter ces plateformes d'écriture. Justement, Cécile, quelle importance Wattpad a dans vos catalogues ? Une importance grande. Nous, on a surveillé chez Hachette Roman l'existence de Wattpad depuis 2016. Donc, c'est vraiment une plateforme qu'on a suivie depuis très longtemps. Et on a travaillé en direct avec les équipes de Wattpad pour apprendre à décoder un peu ces millions de vues, de lectures, qui ne signifient pas forcément des millions de lecteurs. Et puis on a vu s'installer de jeunes autrices, beaucoup d'autrices françaises qu'on a signées pour un catalogue plus de young adultes.
avec Another Story of Bad Boys, qui malgré son titre en anglais est une autrice française, Lorraine Ressart. On a eu Timide, on a eu énormément comme ça de jeunes plumes qu'on a pu accompagner dans la durée et puis qui ont grandi. Et c'est vrai que là, la nouvelle génération est vraiment assez orientée romance. Dans toutes ces déclinaisons, il n'y a pas que la dark romance comme avec Captive, on a aussi des romances beaucoup plus douces. Et pour nous, c'est un véritable laboratoire qui est aussi extrêmement valorisant pour l'éditeur parce que on rencontre des autrices qui postent jour après jour sous un format feuilletonnant, parfois un peu brouillon, et qui ensuite nous confient leurs textes avec lesquels on travaille, avec lesquels on fait un travail vraiment d'édition qui fait que la version finale qui arrive chez Sonia en librairie n'est pas la même que celle qui est encore en ligne sur Wattpad. Et ça, c'est valorisé aussi par les communautés, c'est-à-dire qu'elles savent qu'en allant acheter le livre en librairie, elles auront participé à ce succès parce que c'est grâce à leur vue, à leur adhésion au texte au départ que nous, on l'a repéré, mais elles vont découvrir une autre version. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très vertueux à parler de ça et à montrer à quel point ça crée de la lecture, de la littérature, de la culture. Il n'y aura pas de snobisme à avoir. Heureusement, nous, professionnels dans ce milieu-là, on est évidemment convaincue, mais je trouve formidable de pouvoir vraiment le formuler et avoir droit de citer pour cette littérature. Et surtout, ces lectrices et ces lecteurs, c'est une génération entière. Il faut faire attention à ne pas les mépriser. Mais d'ailleurs, Sonia, vous les avez vus arriver, ces autrices et auteurs Wattpad. En fait, c'était aussi... le tournant, il y a eu Twilight, qui est important, et ensuite 50 nuances de Grey. Et en fait, il y a eu aussi toutes ces fanfictions autour de ça. Et c'est comme ça qu'en fait, ensuite, Wattpad se crée. Mais c'est aussi toutes ces fanfictions, ces personnes qui ont lu un livre et qui se sont dit « Ah, mais ouais, mais si cette histoire... » je la faisais, mais un peu différemment. Et c'est aussi comme ça. Et ensuite... deux lectrices, elles sont devenues autrices. Souvent, je vais parler au féminin parce que c'est quand même souvent et des lectrices et des autrices et beaucoup moins des hommes qui lisent de la romance, ce qui est bien dommage. Mais c'était aussi comme ça. Et ensuite, quand on les voit arriver, donc moi, au début des fanfictions, j'en lisais. Après, bon, j'ai arrêté d'en lire parce que j'avais des livres finis et que je devais vendre. Mais c'est aussi comme ça. Et après, quand on les voit arriver avec une première fanfiction où on sait qu'elles ont écrit des choses un peu différentes il y a 5 ans, et puis là, avec un objet fini, édité, avec quelqu'un qui a travaillé avec eux, avec elle en l'occurrence, sur l'édition, parce qu'en fait, c'est aussi ça. Hein, ça veut dire un gros boulot de réécriture, de la correction. Enfin, ça ne s'écrit pas juste comme ça, un livre. C'est une équipe aussi. Et donc, c'était hyper intéressant de voir arriver ces nouvelles actrices et qui étaient à la fois aussi vraiment lectrices. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, ces nouvelles autrices, c'est des lectrices avant tout. Et d'ailleurs, on peut les voir sur les réseaux. Elles vont parler aussi de ce qu'elles ont lu, de ce qu'elles ont aimé. Et c'est ça qui est intéressant. Finalement, on se nourrit les unes les autres sur tout ça parce qu'elles sont d'abord lectrices et c'est pour ça qu'elles sont bien évidemment hyper légitimes d'écrire également, surtout quand on a une éditrice de talent à ses côtés. Hein. Et des nouvelles plumes qui choisissent volontairement des systèmes de promotion différents des systèmes traditionnels. Audrey, vous faites partie des systèmes non traditionnels quand même. Vous avez commencé sur YouTube, vous êtes aussi sur TikTok, sur Instagram. Est-ce que c'est obligé finalement de choisir des choses différentes, de communiquer différemment sur la romance ? Je pense que l'importance de communiquer sur la romance via les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autres biais pour communiquer sur cette romance, que ce soit la romance ou la littérature young adulte. En fait, c'est quand même des romances qui ont toujours eu ce regard jugeant, voire méprisant, alors que ça reste de la littérature, de la lecture. Et donc, je pense que les réseaux se sont emparés de ce que la presse et les médias traditionnels ne voulaient pas promouvoir. Tant pis pour eux. Et donc, ça a permis aussi cet essor et le fait que ça n'empêche pas qu'il y a toujours ce regard qui peut être jugeant. Bien sûr, ça, c'est quelque chose qui
qui est toujours difficile à faire perdre aux personnes qui sont pas forcément bien intentionnées. Mais les réseaux ont permis ça, ont permis de mettre en lumière voilà, des genres qui sont pas ceux qu'on voit partout, qu'on lit partout. Maintenant, on les voit partout, on les lit partout. Justement, je trouve ça hyper beau de voir ce tournant qui a eu lieu. C'est-à-dire que voilà, il y a eu Twilight, etc. Mais ensuite, il y a quand même eu un creux où on avait certes des 50 nuances de Grey, des After qui ont popé, mais là, on est vraiment dans une ère, en ce moment, en tout cas, depuis quelques mois, années, où, voilà, comme tu le disais, Sonia, il y a des tables en librairie qui sont dédiées à la romance. Et ça, je trouve que c'est beau de voir ce tournant et de voir cette évolution-là et de se dire que nous, par les réseaux, avec Emma, avec plein d'autres créateurs et créatrices de contenu littéraire, on participe à ça aussi. Emma, vous êtes aussi lycéenne, hein, pas que autrice et productrice de contenu. Justement, vous, en tant que lycéenne, est-ce que les médias traditionnels vous paraissent déconnectés des enjeux des lecteurs de votre âge ? C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins, en tout cas dans le young adult ou la romance en particulier. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à lire aussi la presse et on en entend très peu, voire peu parler. Maintenant, c'est vrai qu'on en entend parler, mais ça reste assez rare. Et certaines émissions ont pu même être assez dégradantes envers les lecteurs, lectrices de romance, avec une vision très arriérée parfois et négative. Et c'est vrai qu'en tant que lycéen et même lycéenne qui lisons de la romance, il y a certaines personnes qui ont pu voir ce genre de reportage ou ce genre d'article et qui se sont dit « Ah oui, ok, vous lisez ça » avec un ton un peu condescendant et un regard assez négatif. Et pourtant, avec les réseaux sociaux, on apporte un œil nouveau, un œil plus positif et on met en avant tous ces aspects intéressants de la romance et de la littérature jeune. Je ne peux qu'abonder dans le sens d'Emma et pour le coup on a pu vraiment subir, nous précisément, Emma mentionnait Captive, énormément de presse et de jugements qui témoignaient de quelque chose qui est systématique, c'est l'absence de lecture. C'est-à-dire que très souvent, c'est du jugement qui est posé sur une absence totale de connaissance du contenu et une ignorance totale de qui est l'auteur et qui est le lecteur. Et il y a vraiment un jugement de haut, toujours assez condescendant, exactement comme le disait Emma, et qui fait qu'on se dit, on laisse tomber cette partie-là de la communication et on travaille effectivement avec les réseaux sociaux, ces communautés et cette vertu d'une circulation qui se distingue et qui va fonctionner en électron libre, mais de plus en plus massif, et à côté d'un autre électron qui est de moins en moins libre finalement. Et je trouvais intéressant que vous ayez positionné votre table ronde autour du thème de la littérature ado sous influence, parce que je trouve que le fait même de dire que la littérature ado serait sous influence, c'est qu'elle n'est pas autonome, elle est considérée comme une espèce de substrat, un petit caprice, et moi je pense qu'elle est influente, la littérature ado, beaucoup plus que sous influence, et qu'il faut renverser un peu les chaises avec toutes ces valeurs. Et justement, à Revers, comment on parle à une lectrice de 14-15 ans, Emma, par exemple, hein ? C'est vrai que quand j'ai commencé sur les réseaux, justement, j'avais cet âge-là, donc je partageais mes lectures, donc forcément, ça touche directement la bonne cible, si je puis dire. Et puis c'est vrai qu'après, on grandit également avec la cible, mais pour autant, il y a toujours cet aspect qu'on essaye de partager avec le plus de sincérité nos lectures, même si par exemple on a l'opportunité de recevoir des livres ou même d'être parfois rémunéré pour parler de certains livres. On essaye toujours d'en parler avec de l'authenticité et que ça parle à notre communauté, peu importe leur âge en fait. Audrey, vous partagez cet avis, j'imagine. Est-ce que vous avez, au fil des années, adopté des codes spécifiques ?
pas tellement. Justement, comme le disait bien Emma, c'est nous-mêmes face à notre caméra, face à notre portable, face à notre écran. Quand je vais dans un lycée pour faire une intervention, là, j'adopte des codes parce que je me retrouve face à 30, 80 ados en ébullition. Donc, il faut adopter le discours. Mais quand je suis devant ma caméra, en soi, les personnes qui vont regarder, c'est des personnes qui ont envie de regarder. Donc, c'est plutôt très spontané. Comme Emma, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Donc, en fait, j'ai toujours été très... à la base, je ne pensais pas que je ferais un jour une interview à la grande table du SLPJ, alors que là, on est en 2024. La première fois que je suis venue au SLPJ, c'était en 2014. J'étais une grande fan de tout ce qui se passait et je trouvais ça fou. Et maintenant, je fais un peu partie de ce paysage très large de la littérature ado-young adulte. Et donc, oui, au final, rester vraiment nous-mêmes, rester fidèles à nos valeurs. Et comme le disait Cécile, c'est les émotions qui sont véhiculées par les réseaux sur ce qu'on lit, sur ce qu'on ressent quand on lit un livre. Et en fait, c'est ce qu'on fait depuis des années et ce qu'on continuera à faire. Et donc, ouais, il n'y a pas de code spécifique, je dirais. Chacun et chacune le fait à sa manière. Et Sonia, pour vous, quel impact ça a dans la littérature ado, cette nouvelle manière de faire, peut-être plus sincère ? Je pense qu'il y a toujours eu beaucoup de sincérité. En fait, dans la littérature ado, en vrai, les libraires qui font de l'ado et du young adulte, c'est toujours un peu... On a toujours affaire aux mêmes personnes, enfin, à la même cible, on va dire. Donc, elles ont entre 12, 13 et jusqu'à maintenant 30 ans. Et donc, on leur présente ce qu'on a aimé. Et c'est exactement la même chose que pour Emma et pour Audrey. Finalement, c'est l'émotion. C'est aussi comme ça qu'on partage ce qu'on a aimé, nos coups de cœur, ce qu'on a préféré. Après, il est vrai que moi, je peux hyper bien pitcher un livre que j'ai pas aimé, mais que je sais qui est pour la personne. Mais parce qu'en fait, moi, je l'ai pas aimé, mais c'était pas parce que c'était pas pour moi. Mais ça veut pas dire que la personne à qui je vais le conseiller, ce livre n'est pas pour elle. Au contraire. En fait, c'est ça mon métier. C'est d'arriver à donner dans les mains un livre qui est exactement ce qu'elles ont envie de lire. Et ce qu'ils ont envie de lire. En fait, c'est ça mon boulot. Et ça reste toujours dans l'émotion. C'est-à-dire que même si, en général, je ne conseille pas un livre que je n'ai pas du tout aimé, je trouve juste que, effectivement, le cahier des charges, il est rempli, ça marche. Ce qu'on lui a demandé, tout est bien rempli. Et moi, ça ne m'a peut-être pas ému, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas l'émouvoir, elle ou lui. Et donc, c'est ça mon job, c'est de partager. Et pour moi, c'est hyper simple parce qu'effectivement, c'est toujours de l'émotion, c'est toujours quelque chose... j'espère qu'ils vont prendre plaisir à lire et ça reste quelque chose d'important. Et on est toujours, nous aussi, libraires, on est nous-mêmes, on ne se ment pas. Je vais pas mentir en disant que je suis une ado, je suis plus une ado, ça se voit. Et quand les ados me disent mais vous avez tout lu, et t'es là ouais bien sûr. mais après j'ai vu aussi l'évolution de la littérature ado et jeune adulte. Pour moi la romance elle a toujours existé et il y en a toujours eu avec plus ou moins d'importance parce qu'en fait l'amour ça fait partie intégrante de l'adolescence. Donc forcément les premiers émois amoureux ils sont là et après ça devient hyper important aussi quand on grandit. Et c'était important aussi, je pense, que les lectrices et les lecteurs puissent avoir aussi des histoires d'amour qui grandissaient avec eux. Donc, effectivement, avoir des histoires d'amour qui se passent à la fac, des histoires d'amour qui se passent au travail, etc., etc. C'était aussi important parce qu'en fait, on les suit. Et finalement, l'amour, en vrai, pour tout le monde... on cherche aussi beaucoup ça dans nos lectures, puisqu'on cherche aussi un peu ça dans la vie. Donc, c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie. Et Emma, justement, on parle beaucoup d'émotion. Est-ce que cette question d'émotion, qui est souvent favorisée, comme on l'a dit, par l'algorithme, est-ce que ça influe parfois vos choix de lecture ou la manière dont vous allez tourner vos vidéos ? Alors, moi, j'essaye toujours de choisir un livre qu'il me donne envie, déjà. C'est vrai qu'il y a... Au début, quand j'ai commencé à parler sur BookTok de livres, etc., je lisais beaucoup de livres parce que beaucoup de gens les conseillaient. Et puis petit à petit, je me suis un peu détachée de ça et j'ai voulu découvrir d'autres genres, découvrir d'autres types de livres, mais aussi pouvoir les partager et pouvoir partager cette richesse et cette diversité qu'il y a dans la littérature. On peut toujours mettre en avant les aspects de romance parce que, comme on le disait, il y en a dans beaucoup de livres, même...
sur des livres contemporains ou peu importe le sujet en fait. Mais dans la manière dont on met en avant les livres, on peut prendre par exemple une tournure humoristique ou de l'émotion comme vous disiez, mais sans pour autant changer notre style de lecture. C'est plutôt, on va pouvoir changer la manière dont on en parle en fonction de notre personnalité et de ce qu'on a envie de transmettre aussi. Au-delà des lectrices, j'ai aussi l'impression que les plateformes d'écriture ont remis à la mode une sorte d'écriture feuilletonnante. On parle de trope dans la romance, peut-être qu'il faudra le redéfinir. Cécile Thérouanne, est-ce que selon vous, les réseaux ont aussi transformé nos manières d'écrire ? Je pense que les réseaux ont réhabilité un certain type d'écriture, qui était précisément l'écriture feuilletonnante, qui était ce qui dominait à la fin du 19e avec Eugène Sue, et puis avec Maurice Leblanc, qui a écrit ses Lupins en feuilleton. Et on voit que maintenant, ce sont devenus des grands classiques, alors qu'à l'époque, on considérait ça vraiment comme de la littérature de gare au sens propre, vendue sur des feuilles de chou. Donc là aussi, ça remet un peu en perspective les cycles culturels et les visions qu'on peut avoir de ce qui est de la littérature et ce qui n'en est pas. Je dirais donc que oui, ça a restauré cette habitude et cet abonnement. Je pense que de ce point de vue, l'écriture feuilletonnante du 19e, elle a été récupérée par la télé, par les séries, les plateformes, et finalement les plateformes ont restauré cette écriture feuilletonnante qui les a nourris. Là encore, il y a un cercle vertueux, et on voit que, ben oui, on aime s'abonner à la lecture, on aime s'abonner au poste de l'autrice qui va chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois publier la suite du roman dans lequel on est plongé. Au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose qui a été créé par la plateforme, c'est la possibilité d'interagir avec l'auteur. Et ça compte beaucoup quand même dans la création des communautés et dans l'adhésion d'un public au travail d'une autrice. Parce que, comme le disait Sonia, oui, ce sont beaucoup des jeunes femmes. Mais sinon, moi, je voulais aussi revenir sur ce que disait Sonia, sur le fait que l'amour, il y en a partout et qu'on parle beaucoup de romance. Mais je pense que c'est bien de dire que de la romance, il y en a aussi dans la fantaisie. Moi, qui, comme Sonia, sait très bien pitcher les livres auxquels je suis pas forcément absolument devant lesquels je suis un peu perplexe. Je suis pas une grande lectrice de fantaisie, mais La Passeuse de mots m'a embarquée précisément parce qu'il y a cette quête d'Aria, il y a cet amour pour les mots, pour le langage, et puis ensuite il va y avoir une rencontre amoureuse, et ça vient actionner les mêmes ressorts qui sont fondamentaux dans la littérature ado, young adulte comme on dit, et qu'on retrouve chez tant d'auteurs français et étrangers qu'on peut croiser ensuite dans les allées du salon. Je voudrais juste dire justement sur la dystopie par exemple, on va parler d'Hunger Games. Là, si on parle d'Hunger Games, vraiment, je pense que quand on a deux personnes qui aiment Hunger Games, on va dire, est-ce que t'es Team Pita ? Et donc, alors qu'en vrai, parce que je suis Team Pita, donc je vais pas citer, mais voilà. Mais ça veut quand même dire que ce n'est pas une romance à la base, et pour autant, on va quand même dire, ah ouais, mais moi je voulais absolument qu'elle finisse avec tel personnage. Donc en fait, la romance, elle est vraiment partout, même sur un livre qui n'est pas destiné à être une romance, qui n'a jamais été une romance et qu'on ne vend pas comme une romance. Et pour autant, l'histoire entre ce triangle amoureux, ça marche en fait. Donc la romance, elle est beaucoup plus large que ce que là, quelques articles ou quelques émissions ont voulu dire sur la romance et sur effectivement la dark romance. En fait, en fantasy, il y a toujours eu de la romance, beaucoup de triangles amoureux dans plein de romans. Et en fait, on n'a jamais dit que c'était de la romance, et pour autant, c'est aussi ça qui plaisait aux lecteurs et aux lectrices. Et sans qu'on le qualifie de romance, vraiment, je trouve que c'est un peu, des fois, réducteur de juste dire c'est une romance comme ça. En fait, c'est bien plus que ça. Ça parle aussi de la société, ça parle de... Enfin, quand on parle de Enemy to Lovers ou je sais pas, un trope avec son prof, un trope avec dans le sport, etc. En fait, on parle de plein d'autres choses. En fait, on parle de la société, et c'est ça qui est important, et c'est l'émotion qu'on a envie de transmettre qui est la plus importante, et ce dont on a envie de parler. Je crois que c'est pour ça que j'ai longtemps dit que j'aimais pas la romance.
Moi, et d'ailleurs, je le dis encore, mes abonnés me disent toujours, Audrey, arrête de dire ça, ça fait 2 ans que tu lis des romans, stop. Mais en fait, j'avais ces a priori peut-être qu'on mettait sur la romance c'est juste de la romance, genre juste il s'aime, moi non plus, il s'aime, moi non plus, basta. En fait, non, j'ai découvert justement que dans cette nouvelle romance, il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de sujets, des thématiques extrêmement profondes qui sont abordées. Et c'est comme ça que je m'y suis mise petit à petit et que maintenant, j'ai été influencée. Parce qu'en fait, franchement, c'est vraiment TikTok et tout qui m'ont donné envie de lire certaines romances. Donc ça a marché sur moi aussi. Mais en fait, c'est la question de l'étiquette. C'est qu'on estampille romance, des choses qui excèdent le seul genre de la romance. Et moi, ce que je trouve génial avec justement ce phénomène actuel qui est un peu réduit, un peu jugé, c'est qu'on va arrêter d'en parler et pour autant, ça va demeurer parce que c'est porté par une génération entière d'autrices et de lectrices et que les étiquettes, on va les oublier. Effectivement, on en a un petit peu parlé, on l'a un peu évoqué et on ne peut pas passer à côté. La dark romance, c'est un genre à la base qui n'est pas destiné aux adolescents, hein, on le répète, mais pourtant qui est particulièrement plébiscité par eux. Audrey, comment on guide des adolescents, des fois, qui plébiscitent particulièrement ce type d'ouvrage? Et peut-être, avant, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est la dark romance? Je ne sais pas si je suis la plus à même de définir la dark romance parce que je n'en ai jamais lu de ma vie pour l'instant. Est-ce que quelqu'un a une définition notre libraire? La dark romance, ça va être une romance avec une relation quand même plutôt toxique, on va dire. En tout cas, une relation qui n'est pas basée sur des choses... une rencontre un peu facile, etc. Donc ça va être beaucoup de complications et pas des choses simples. Et donc c'est vraiment pour un public adulte. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose sur... Oui, non, je suis tout à fait d'accord et je n'ai pas apporté de dark romance parce que ça n'a pas sa place, selon moi, au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Ça peut être lu par des plus jeunes et effectivement, il peut y avoir un travail d'avertissement. Ça, systématiquement, nous, on fait porter sur nos ouvrages de romance pour adultes des avertissements, public averti, contient des scènes de sexe explicites, etc. Mais pour nous, ça va dans le rayon adulte. Après que notre société fasse que des lectrices de 12-13 ans aillent vers ces textes-là, pour moi, c'est juste une illustration du fait que les adolescentes sont dans la transgression et que... elles lisent ces romans-là comme nous, on pouvait lire du Anaïs Nin quand il n'y avait pas de dark romance dans les rayons des bibliothèques. Et donc, je pense que, précisément, tout à l'heure, on parlait des étiquettes. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ces lectrices jouent avec les étiquettes. Alors, on va juste s'arrêter 2 minutes de débattre et on va faire un petit clin d'œil aux 40 ans du Salon avec Jean-Marie Ozanne qui nous partage ses souvenirs. Je m'appelle Jean-Marie Ozanne, j'ai créé la librairie Folie d'encre à Montreuil en 1981. Et très peu de temps après, puisque c'est en 83 que Rolande Cosse et Lucette Savier sont venus me voir pour me proposer de participer à cette grande aventure du salon. Pour rien au monde, je ne raterai un épisode de cette aventure. Pour faire un bon salon, il faut des livres. Alors on passe les commandes 1 ou 2 mois avant. Toutes les commandes ne sont pas là, ne serait-ce que parce que nous n'avons pas encore la liste de tous les auteurs qui vont être invités. La livraison, elle doit se faire 1 ou 2 jours avant l'ouverture du salon, donc le lundi ou le mardi. Commence un balai des camions autour du salon. Les camions qui déchargent des palettes et des palettes. Et puis après, un autre balai, c'est à l'intérieur du bâtiment, un balai de transpalettes et qui déambule. Or, c'est au même moment qu'il y a les menuisiers, les monteurs de stands, des peintres qui sont là en train de s'activer. C'est, on peut le dire, un sacré bordel. Et puis on déballe les livres, on commence à les ranger, à essayer de faire nos tables. Une année, un stand n'a pas été livré, le stand Atier. Alors on cherche partout. Si le transporteur l'avait déposé sur un autre stand, on fait tout le bâtiment, dans tous les sens, on trouve rien. Je téléphone, et tout ça pour apprendre
que la livraison, les palettes étaient restées sur le quai et qu'elles n'avaient pas été embarquées par le transporteur. Il avait juste oublié. On nous propose une solution, c'est de nous livrer le mardi soir à 23h. Le salon ouvre le mercredi matin. Nous avons passé presque toute la nuit à mettre en place les livres. Le salon commençait bien. Merci beaucoup. Alors, du coup, on parle quand même un petit peu de dark romance, on en était là, mais quand un adolescent vient par exemple dans la librairie Sonia et vous dit « je veux cet ouvrage de dark romance », qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça dépend beaucoup s'il est avec ses parents ou pas. Parce qu'en vrai, ça change beaucoup parce que c'est pas la même... Enfin, si c'est le parent qui achète ou si c'est l'adolescent, et ça dépend aussi de l'âge de l'adolescent, de l'adolescente. En général, si on me demande captive et qu'on a 11 ans, je dis que c'est pas adapté et que j'ai des romances beaucoup plus adaptées. Alors pour les parents c'est assez simple, on a juste à dire scène de sexe explicite et là en général le parent dit ah non on n'en est pas là. Donc voilà. Alors souvent quand on est un peu plus vieux on dit oh ça va ça passe j'en ai déjà lu. Donc voilà. Et après ça est aussi sur la dark romance c'est pas tant la scène de sexe qui pour moi pose problème mais plutôt la toxicité de la relation. Où effectivement, quand on a 11 ans, 12 ans, on n'arrive pas bien à comprendre ce que c'est et qu'on a l'impression que c'est ça l'amour et qu'on a du mal à comprendre ce que c'est que la réalité et la littérature. Alors qu'après 15 ans, on sait que une relation toxique, ça existe et ça ne veut pas dire que si on en lit, c'est exactement ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Mais quand on a 12 ans, je pense que là, c'est un peu trop jeune. Après, c'est mon avis et je donne mon avis de libraire. Et donc, je propose des romances hyper mignonnes parce qu'il y en a plein en fait, vraiment des romances hyper mignonnes et voilà. Merci beaucoup. Donc finalement peut-être comme mot de la fin, une littérature influente, mais qu'il faut quand même avec quelques guides. Les libraires, n'hésitez pas à toujours demander conseil aux libraires. Hein. C'est quand même les meilleurs. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir suivis. Demain, on parlera de poésie. Et entre-temps, la télé continue avec le live. Au revoir.